Si ta sœur n'est pas invitée, nous ne viendrons pas non plus. Voilà ce que mes parents ont dit à propos de mon mariage, après l'avoir défendu pendant 20 ans alors qu'elle nous harcelait tous. Et maintenant, ils ont perdu tous leurs enfants. Ceux qui l'ont ignoré pour elle. Si ta sœur n'est pas invitée, nous ne viendrons pas non plus. Telle fut la déclaration glaciale de mes parents juste avant le jour de mon mariage. Une phrase assez tranchante pour briser la joie de n'importe qui. Pour moi, ce n'était pas seulement une menace de manquer une cérémonie importante, mais un couteau remuant une cicatrice qui m'avait marqué pendant 20 longues années. Toute ma vie, mes parents ont protégé ma sœur, Valérie, excusant chaque chose cruelle qu'elle faisait, tandis que je devenais la cible de son harcèlement. Même lorsque j'avais mal ou que j'étais humilié, tout ce que j'entendais était « elle ne fait que plaisanter ». Au seuil du mariage, j'aurais dû ne penser qu'au bonheur qui m'attendait. Mais ces mots m'ont ramené à chaque moment où j'ai été ignoré. Et je me suis demandé, avez-vous déjà été forcé de choisir entre votre propre paix et les attentes toxiques de votre famille? Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. Je suis née et j'ai grandi dans la banlieue de Lyon, en France, dans une famille de 3 enfants. Ma sœur aînée, Valérie, a 2 ans de plus que moi et était considérée par mes parents comme la star, simplement à cause de sa beauté saisissante et de sa personnalité extravertie. Mon jeune frère, Michel, de 3 ans mon cadet, était le seul dans la famille qui témoignait souvent et comprenait ce que je devais endurer. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, toujours négligé, existant comme une ombre dans la maison même qui était censée me protéger. Je me souviens si clairement de mon enfance, qui ressemblait à une scène où une seule personne était autorisée à briller, Valérie, tandis que je n'étais rien de plus qu'un arrière-plan flou. Chaque anniversaire, qui aurait dû être un jour joyeux rempli d'amour et d'attention, se transformait en une occasion pour elle de montrer sa marque d'humour cruel. Quand j'avais 7 ans, alors que tout le monde chantait et que je me penchais pour souffler les bougies, Valérie a délibérément laissé le gâteau glisser par terre. Le glaçage et les miettes se sont éparpillés partout. Mes amis ont éclaté de rire, mais ce n'était pas le genre de rire qui fait du bien. Je suis resté figé, le visage brûlant de honte, tandis que mes parents balayaient ça d'un revers de la main. Elle ne fait que s'amuser. N'en fais pas toute une histoire. Une autre année, quand j'avais 11 ans, elle a secrètement pris mon journal intime, le petit carnet où j'écrivais des pensées innocentes sur mes amis et mes professeurs, et l'a lu à voix haute devant les invités dans notre salon. J'ai fondu en larmes. Pourtant, une fois de plus, le même refrain est revenu. Ta sœur ne fait que s'amuser. Ne sois pas si sensible. Valérie était toujours choyée d'une manière qui me laissait déchirer entre la jalousie et la solitude. Elle était inscrite à des cours de danse moderne jazz, de piano, et même de théâtre. Mes parents se vantaient fièrement de ses performances et de la nouvelle robe qu'ils lui avaient achetée pour le gala de son école. Quant à moi, j'adorais peindre depuis que j'étais petite, mais je devais me contenter d'emprunter de vieux manuels à la bibliothèque ou des bouts de papier du bureau de mon père. Je n'ai même jamais osé rêver d'assister à un vrai cours d'art, car chaque fois que j'en parlais, la réponse était la même. Ce n'est qu'un passe-temps. Ça ne te donnera pas d'avenir. Pourtant, chaque fois que Valérie mentionnait vouloir apprendre quelque chose de nouveau, mes parents trouvaient immédiatement un moyen de le réaliser. À leurs yeux, elle était un investissement. Tandis que je n'étais rien de plus qu'une simple responsabilité minimale. Mon jeune frère, Michel, était trop petit à l'époque pour comprendre pleinement l'injustice. Il s'asseyait simplement et regardait Valérie et moi nous disputer, n'osant jamais intervenir. Mais en grandissant, il a commencé à remarquer le favoritisme flagrant. Une fois, il m'a murmuré, « Tu n'as pas tort. » Je le vois. Maman et papa sont toujours du côté de Valérie. Ces mots ont été comme une douce caresse sur une vieille blessure, une confirmation silencieuse que je n'étais pas folle. Je n'imaginais pas les choses. L'injustice dans notre famille était réelle. Je me souviens encore d'un souvenir qui me blesse aussi profondément aujourd'hui qu'à l'époque. Quand j'avais 10 ans, mon école a organisé un concours d'art sur le thème « La maison de rêve ». J'avais passé toute la semaine à y travailler. Utilisant chaque petit crayon de couleur que j'avais pour finir un dessin d'une maison avec un jardin plein de fleurs et une pièce inondée de soleil. À ma grande surprise, j'ai remporté la première place, et le proviseur m'a remis le prix devant toute l'école lors de l'assemblée. Pour une enfant qui avait toujours été cachée dans l'ombre de sa sœur, ce moment a été comme le premier rayon de soleil entrant dans ma vie. J'ai couru à la maison avec enthousiasme, serrant le certificat, désespéré d'obtenir les éloges de mes parents. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai entendu la voix retentissante de mon père.
Valérie a été choisie comme pom-pom girl pour l'équipe de l'école. Elle portera l'uniforme et encouragera l'équipe au match. Toute la famille a éclaté de joie, ma mère s'agitant déjà pour acheter des chaussures et ajuster l'uniforme. Je suis resté dans un coin de la pièce, tenant mon certificat, invisible. Quand je l'ai timidement tendu, ma mère y a jeté un rapide coup d'œil et a hoché la tête. C'est bien. Pose-le simplement sur la table. Et c'est tout. Pas de câlin, pas d'éloge, pas de photo pour immortaliser le moment. Ce soir-là, j'ai plié le certificat et l'ai rangé dans un tiroir, écoutant mes parents et Valérie discuter avec enthousiasme dans le salon de sa prochaine performance. J'ai pleuré en silence, réalisant pour la première fois avec une clarté douloureuse que mes réussites n'importeraient jamais dans cette famille. Tous les projecteurs lui appartenaient, et je n'étais rien de plus qu'une silhouette effacée en arrière-plan. L'ombre de Valérie s'est étendue sur mon enfance, avalant même les plus petites étincelles de joie que j'essayais de retenir. Ce déséquilibre ne m'a pas seulement blessé. Il a planté une obsession durable au plus profond de moi. La conviction que je ne serai jamais assez bien. Que peu importe mes efforts, je n'obtiendrai jamais de reconnaissance. Pendant ces années, chaque fois que je soufflais mes bougies d'anniversaire, je ne souhaitais qu'une chose. Qu'un jour, je m'échapperais de cette maison. Échapper au rôle de souffre-douleur que mes parents m'avaient si négligemment, ou peut-être intentionnellement, assigné. Quand je suis entré au lycée, le fossé entre Valérie et moi n'a fait que se creuser, comme si une ligne invisible divisait nos mondes en deux. Valérie est devenue populaire dès la première année, non seulement pour sa beauté saisissante, mais aussi parce qu'elle sortait avec l'un des joueurs de basket les plus admirés de l'école. Partout où elle allait, des amis l'entouraient, les rires la suivaient, les compliments fusaient, et des regards admiratifs s'illuminaient dans sa direction. À chaque match, elle portait son uniforme de pom-pom girl, tenait des pancartes, et la foule scandait son nom. Mes parents étaient encore plus fiers, se vantant auprès de quiconque voulait bien les écouter que leur fille en or était la fierté de la famille. Ils ont couvert les murs du salon avec les photos de Valérie, des clichés d'elle en uniforme de pom-pom girl, posant avec l'équipe de basket, souriant au bal d'automne. Chaque fois que des invités venaient, mon père montrait ses photos et racontait les mêmes histoires, comme si Valérie était la seule preuve que notre famille avait jamais accompli quelque chose. Pendant ce temps, j'ai choisi un chemin complètement différent. Je n'avais pas une beauté saisissante, ni n'appréciais le bruit et la foule. Au lieu de cela, j'ai rejoint le club de débat, passant des heures après l'école à potasser des recherches, à m'entraîner à présenter des arguments et à trouver de la joie dans les joutes intellectuelles. J'étais une excellente élève, me classant régulièrement parmi les meilleurs de ma classe, et recevant même la reconnaissance des professeurs lors des assemblées scolaires. Mais chaque fois que je ramenais un certificat à la maison, mes parents soupiraient comme si je me vantais de quelque chose d'inutile. Ne sois pas jalouse de ta sœur, disait ma mère, tandis que mon père ajoutait, tout le monde sait que c'est Valérie qui apporte le bonheur à cette famille. Mes récompenses étaient fourrées dans des tiroirs. Tandis que les petits témoignages de mes réussites n'étaient jamais encadrés ni affichés au mur. À ce moment-là, Michel grandissait et commençait à voir le favoritisme pour ce qu'il était vraiment. Il s'asseyait souvent à côté de moi au dîner, silencieux alors que nos parents me grondaient encore une fois de ne pas être heureuse du succès de ma sœur. Plus tard, dans l'intimité de ma chambre, il me murmurait « Tu as très bien réussi. Ne crois pas ce qu'ils disent. » Ces mots de réconfort étaient l'une des rares sources d'encouragement que j'avais. Mais à cause de ce lien, nous étions tous les deux étiquetés comme égoïstes. Nos parents insistaient sur le fait que nous n'apprécions pas la famille, que nous étions seulement envieux de Valérie. Ces mots, répétés encore et encore, ont progressivement construit un mur froid qui me séparait d'eux. Il y a un incident que je me rappelle encore comme un cauchemar, un tournant qui m'a fait réaliser que je ne serais jamais protégé dans cette famille. J'avais un petit groupe soudé de 3 amis qui, comme moi, aimaient lire et l'art. Nous nous asseyions ensemble au déjeuner, partagions des bandes dessinées et parlions de films. Il y avait un garçon dans le groupe nommé Adrien qui me plaisait secrètement. D'une manière ou d'une autre, Valérie l'a découvert et, au lieu de se taire, elle a inventé une histoire selon laquelle je lui avais avoué mes sentiments et avais été carrément rejeté. La rumeur s'est répandue dans les couloirs en une seule journée, si bien que lorsque je suis entré en classe, j'ai entendu des rires étouffés derrière moi et vu des regards apitoyés ou moqueurs se tourner vers moi. Adrien m'évitait et le petit groupe d'amis s'est progressivement dissous car personne ne pouvait supporter l'atmosphère gênante. Je me souviens du jour où j'ai confronté Valérie. Ma voix tremblait alors que je demandais « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle a juste haussé les épaules et a affiché un sourire méprisant.
Oh, tu es trop sensible. Qui s'en soucie? C'était juste une blague. Je suis allé voir nos parents, espérant que cette fois, ils comprendraient. Mais ma mère a répété la même phrase. Ta sœur ne faisait que plaisanter. N'en fais pas tout un plat. Mon père arborait un visage sévère et a dit, ne sois pas égoïste. La famille a déjà assez de soucis comme ça. J'étais abasourdi, réalisant que la justice n'existait pas dans cette maison. Personne ne se souciait de ma blessure. Personne ne voulait savoir la vérité. Il se souciait seulement que l'image de la star Valérie reste brillante, peu importait si je devenais la risée de tous. Depuis lors, j'ai commencé à me renfermer. J'ai eu peur de me faire des amis, j'étais réticente à partager, craignant que tout ce que je disais puisse être transformé en arme par ma sœur. J'ai passé plus de temps à la bibliothèque, dans la salle d'art de l'école, ou assise seule à écrire des nouvelles. J'ai trouvé du réconfort dans les livres, dans des personnages qui se défendaient et échappaient à l'abandon. Chaque nuit, je m'allongeais dans ma petite chambre, écoutant Valérie rire avec ses amis dans le salon. Et je rêvais du jour où je pourrais sortir de cette maison et vivre une vie où personne ne me mépriserait. Le lycée m'a appris une leçon amère. Parfois, la famille n'est pas un refuge, mais un endroit qui vous diminue, qui vous fait douter de votre propre valeur. Pourtant, dans cette obscurité, une flamme lente s'est allumée en moi, le désir de partir et de redéfinir ma vie. Et je savais qu'un jour, je sortirais de l'ombre de Valérie et ne reviendrais jamais plus me tenir en arrière-plan pour qui que ce soit. Le premier tournant de l'âge adulte est arrivé lorsque nous nous préparions toutes les deux à entrer à l'université. Valérie, avec tous les éloges et les attentes dont nos parents l'avaient comblée, n'a pas obtenu des notes assez élevées pour entrer dans une université décente. Ses résultats scolaires avaient toujours été superficiels, et les nuits de fête ainsi que les après-midi passés en tant que pom-pom girl avaient laissé des trous béants dans son dossier. Lorsque les résultats officiels sont arrivés, elle a été rejetée partout. Je me souviens si vivement de cette soirée, toute la famille assise autour de la table du dîner, l'air lourd et suffocant. Je pensais que mes parents seraient fermes, qu'ils lui diraient enfin de changer de comportement. Mais non, mon père a soupiré et lui a tapoté l'épaule. Elle a juste besoin de plus de temps pour trouver la bonne voie. Ma mère a hoché la tête. L'université, ce n'est pas tout. Valérie brillera à sa manière. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, comme si toutes les nuits que j'avais passées à étudier, n'osant jamais manquer un cours, ne signifiaient rien. En contraste frappant, mes résultats étaient brillants. J'ai reçu une lettre d'admission de l'Université de Lyon. Un des rares moments de ma vie où je me suis vraiment senti capable, digne. Je me souviens encore de mes mains tremblant en tenant la lettre, mon cœur battant de joie. Pour une fois, j'espérais que mes parents seraient fiers de moi. Mais quand j'ai apporté la nouvelle à la maison, au lieu de célébrer, ils ont réagi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma mère a froncé les sourcils et a dit qu'aller étudier loin ferait que Valérie se sentirait abandonnée. Mon père a déclaré fermement, « Tu choisiras une université près de la maison. Nous ne voulons pas que ta sœur se sente laissée pour compte. » À ce moment-là, toute l'excitation en moi a disparu, éteinte comme une bougie dans un vent violent. J'ai protesté, élevant la voix contre eux pour la première fois. C'est mon rêve. J'ai travaillé pendant des années pour obtenir cette opportunité. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour elle? Mais leur réponse a été la colère. Mon père a rugi, « Tu es toujours provocatrice. Tu essaies toujours de diviser la famille. Pourquoi ne peux-tu pas penser aux autres? » Je suis resté figé, les larmes coulant sur mon visage, mais incapable de crier. Ma mère était assise là avec un regard de reproche, comme si j'étais la fautive. Valérie, au lieu de montrer de la honte, a croisé les bras et a souri faiblement, comme si elle regardait une pièce de théâtre où elle était la star et moi, simplement une faiseuse de troubles. Michel était assis dans un coin, silencieux pendant un long moment, puis a lâché une phrase amère. Un jour, je partirai et j'irai loin. Je ne veux pas vivre dans une maison qui transforme le blanc en noir comme ça. Mes parents lui ont crié de se taire, mais j'ai vu une profonde empathie dans ses yeux. Au moins, je savais que je n'étais pas complètement seul. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lutté avec le conflit en moi. D'un côté, il y avait le désir de vivre ma propre vie. De l'autre, le fardeau des attentes familiales toxiques. J'ai réalisé que peu importe mon talent ou ce que j'accomplissais, mes efforts seraient toujours minimisés, niés, ou pire, utilisés comme preuve de ma jalousie. Pendant ce temps, chaque erreur de Valérie, aussi grave soit-elle,
avait une raison d'être pardonnée et couverte. La balance dans ma famille n'avait jamais été équilibrée, et maintenant j'étais certaine qu'elle ne le serait jamais. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre, fixant la lettre d'admission de l'Université de Lyon sur mon bureau. Ces lignes imprimées, qui auraient dû apporter de la joie, ne suscitaient qu'un sentiment amer. J'avais fait tout ce qu'une enfant pouvait faire. Étudier dur, être assidu, et éviter de causer des problèmes. Pourtant, il s'est avéré que ce n'était jamais assez. La reconnaissance de mes parents, la chose que je désirais le plus, n'était jamais venue et ne viendrait peut-être jamais. Je me suis allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond, et pour la première fois de ma vie, je me suis murmuré une promesse. Un jour, je quitterai cette maison, je me libérerai de ce cycle d'injustice. Je définirai ma propre valeur sans avoir besoin de leur approbation. Et quand ce jour viendra, rien ne m'arrêtera. Le jour où j'ai enfin mis les pieds sur le campus de l'Université de Lyon, c'était comme sortir d'une pièce sombre et respirer de l'air frais pour la première fois. Plus de réprimandes. Plus de comparaisons. Plus de l'ombre de Valérie planant sur chaque instant. Je n'avais apporté que quelques vieilles boîtes, quelques dessins et une poignée de livres. Mais à l'intérieur, je tenais ce qui ressemblait à un tout nouveau départ. La chambre de la résidence universitaire était petite, mais c'était le premier espace privé de ma vie que je pouvais fermer à clé, accrocher les peintures que j'aimais, jouer la musique que je voulais et empêcher quiconque d'entrer pour tout gâcher. Au début, j'avais peur de me sentir perdu, que personne ne remarquerait une fille timide si habituée à être mise de côté. Mais j'avais tort. Les professeurs ici se souciaient vraiment de leurs étudiants. Ils m'écoutaient et m'encourageaient à prendre la parole. Quand j'ai levé la main dans une discussion de littérature, personne n'a ri ou ne s'est moqué de moi. Au lieu de cela, j'ai reçu des hochements de tête approbateurs. Ce sentiment, c'était comme découvrir une paire d'ailes qui avait été brisée depuis trop longtemps. J'ai rapidement trouvé un travail à temps partiel à la bibliothèque de l'université. Le travail n'était pas glamour, ranger des livres, aider les étudiants à emprunter et rendre des documents, parfois tenir le bureau informatique. Mais j'aimais les rangées silencieuses d'étagères, l'odeur du vieux papier et les doux murmures des pages qui tournent. Dans cet espace, je me sentais utile, digne de confiance et responsable. La responsable, Madame Coulon, m'a dit un jour, vous avez un œil vif. Tout ce que vous organisez est en ordre parfait. Continuez comme ça et où que vous travaillez à l'avenir, les gens vous apprécieront. Un simple compliment, mais il pesait plus lourd que tout ce que mes parents m'avaient jamais dit. En dehors des cours et du travail, j'ai rejoint le club d'écriture. Au début, j'avais seulement l'intention de m'asseoir tranquillement et d'écouter. Mais après quelques séances, j'ai rassemblé le courage de lire une de mes nouvelles, l'histoire d'une fille avalée par l'ombre de sa sœur, mais qui luttait toujours pour trouver sa propre lumière. Quand j'ai fini de lire, la pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis une vague d'applaudissements a suivi. Un garçon nommé Christophe a dit, « Cette histoire me rappelle moi-même. Votre façon d'écrire est si vivante. » J'étais stupéfaite car pour la première fois, mes expériences douloureuses étaient perçues comme quelque chose de précieux. Pendant que je trouvais lentement ma place, la vie de Valérie allait dans la direction opposée. Après avoir échoué à entrer à l'université, elle s'est inscrite à quelques cours en IUT près de Lyon, mais a abandonné chacun d'entre eux avant de terminer. Parfois, elle se plaignait que les cours étaient ennuyeux, d'autres fois que les professeurs étaient trop stricts ou que l'emploi du temps ne lui convenait pas. Pourtant, mes parents la défendaient sans cesse. Ils disaient aux voisins que Valérie cherchait sa voie, qu'elle avait juste besoin de plus de temps. Une fois, lors d'une visite à la maison, j'ai entendu ma mère se vanter auprès de ma tante. Valérie n'est pas ordinaire. Elle pèse soigneusement ses options pour l'avenir. J'ai eu envie de rire, mais le son s'est coincé dans ma gorge et s'est transformé en un lourd soupir de résignation. Pendant les premières vacances, je me forçais encore à rentrer chez moi, portant un fragile espoir que mes parents seraient différents, qu'ils seraient fiers de me voir devenir une adulte indépendante. Mais tout était exactement pareil. À chaque repas, la conversation ne tournait qu'autour de Valérie, du prochain travail qu'elle pourrait essayer, des projets qu'elle avait avec ses amis le lendemain. Quand j'ai mentionné mon travail à la bibliothèque, ma mère a seulement hoché la tête d'un air absent. C'est bien, tant que tu ne négliges pas tes études. Quand j'ai parlé de ma nouvelle publiée dans le magazine étudiant, mon père l'a rejetée en disant, ce n'est pas aussi pratique que d'avoir un vrai travail. Pendant ce temps, il suffisait que Valérie dise qu'elle voulait prendre un cours de maquillage ou rejoindre un nouveau groupe de danse pour que leurs yeux s'illuminent,
comme si elle venait d'annoncer des plans pour une entreprise de plusieurs millions d'euros. À ce moment-là, Michel était au lycée, et son mécontentement devenait plus clair. Lors d'une de mes visites, il m'a murmuré « Tu as eu raison d'étudier loin. C'est étouffant ici. » Il a promis qu'une fois assez grand, il partirait aussi, refusant d'être enchaîné comme Valérie. L'entendre dire cela m'a brisé le cœur, car nous devions tous les deux rêver de fuir l'endroit même qui aurait dû être notre foyer le plus sûr, notre famille. Progressivement, j'ai choisi de ne plus revenir du tout. Pendant les vacances, je restais dans ma résidence, rejoignais des amis ou prenais des services supplémentaires à la bibliothèque juste pour éviter de m'asseoir dans cette maison imprégnée de favoritisme. Je savais que mes parents se plaignaient que j'étais distante, mais je ne m'en souciais plus. En vérité, être loin me rendait plus calme. Parfois, la distance avec la toxicité est ce qui vous rapproche le plus de vous-même. L'université n'était pas seulement un parcours académique. C'était un voyage pour redécouvrir ma valeur. Chaque dissertation qui recevait des éloges, chaque histoire qui suscitait des applaudissements, chaque salaire que je recevais de la bibliothèque, toutes ces petites choses se sont assemblées comme les éclats d'un miroir, me montrant que j'existais vraiment, que j'avais de l'importance et que je n'étais pas seulement l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à croire que peut-être, un jour, je me libérerais complètement du cycle douloureux que ma famille avait créé. Et à partir de ce moment, les racines d'une nouvelle vie ont commencé à prendre en moi. J'ai rencontré David Fournier lors de ma 2e année d'université, à un séminaire sur la technologie auquel je n'assistais que parce qu'un ami du club d'écriture m'y avait entraîné. David était déjà diplômé et travaillait comme ingénieur logiciel à Marseille, mais il revenait souvent sur le campus pour des événements de carrière afin de soutenir les étudiants. Ma première impression de lui n'était pas son apparence. C'était sa façon d'écouter. Dans une salle bourdonnante de bruit, David prêtait une attention particulière à chaque question, chaque commentaire, et quand il répondait, il ne se précipitait jamais ni ne se vantait. Son calme était comme de l'eau fraîche coulant sur un esprit longtemps habitué à la chaleur des moqueries de ma sœur. Nous avons commencé à parler, puis à sortir ensemble, et en quelques mois, j'ai réalisé que je vivais quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, une relation où j'étais valorisé, pas une ombre floue de quelqu'un d'autre. David était gentil d'une manière discrète. Il se souvenait de chaque petit détail que je lui disais, du type de café que j'aimais au livre que je n'avais pas fini de lire. Il ne m'interrompait jamais quand je parlais, ne dénigrait jamais les petits succès que j'hésitais à partager. Quand je lui ai parlé de ma nouvelle publiée dans le magazine étudiant, il ne s'est pas contenté de me féliciter. Il en a imprimé un exemplaire, l'a encadré et l'a accroché dans son bureau. C'était la première fois que je voyais mon travail honoré comme quelque chose dont on pouvait être fier. Notre relation a progressé naturellement jusqu'à ce week-end de la Toussaint où David a suggéré de venir avec moi à Lyon pour rencontrer ma famille. J'ai hésité. Tous les souvenirs de Valérie et de mes parents sont revenus comme des nuages sombres. Mais je ne voulais pas cacher cette partie de ma vie à David, ni qu'il pense que j'avais honte de ma famille. J'ai donc accepté. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère de la maison était inchangée. Valérie se tenait déjà dans le salon, le visage illuminé d'une sorte d'empressement qui laissait présager des bêtises. Quand j'ai présenté David, il a serré la main poliment et a souri chaleureusement. Mes parents ont souri aussi, mais j'ai remarqué comment leurs yeux se sont illuminés en le regardant, si différent de l'indifférence qu'ils me montraient habituellement. Un instant, j'ai pensé que peut-être les choses se passeraient bien. Mais j'avais tort. Au dîner, alors que tout le monde parlait de travail, Valérie a soudainement éclaté d'un rire moqueur et a dit à voix haute, « Amélie a un petit ami. » C'est surprenant. Tu te souviens au lycée quand j'ai répandu la rumeur qu'Adrien t'avait rejeté et que tu avais pleuré toutes les larmes de ton corps? Qui aurait cru que tu te présenterais maintenant avec un bel ingénieur? La table est devenue silencieuse. Mon visage a rougi, mon cœur battait la chamade, et j'ai eu l'impression que la honte de mon enfance avait été traînée au grand jour devant l'homme que j'aimais. J'ai attendu que mes parents interviennent, au moins pour dire à Valérie d'arrêter, mais mon père a seulement eu un rire gêné et ma mère a murmuré la phrase familière. Ne sois pas si sensible, Amélie. Elle ne fait que plaisanter. Je suis devenu engourdi. Après toutes ces années, le refrain n'avait jamais changé. J'ai gardé les yeux baissés sur mon assiette, avalant l'humiliation à chaque bouchée. Mais David n'est pas resté silencieux. Il s'est tourné vers Valérie, sa voix calme mais ferme. Je ne trouve pas ça drôle. En fait, je pense que c'est un peu irrespectueux de transformer le passé de quelqu'un en blague. Valérie l'a fusillé du regard, prête à argumenter,
mais David s'est simplement retourné, a pris ma main, l'a serrée doucement, et a continué à manger comme si de rien n'était. Sans élever la voix, il m'a quand même fait sentir protégé. Plus tard, alors que nous nous promenions dans le quartier, j'étais à la fois gênée et anxieuse. J'ai demandé, « Es-tu déçu ? Je t'avais prévenu, mais j'avais peur que tu aies honte de moi. » David s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Amélie, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Tu ne mérites pas d'endurer ça. La façon dont il te traite ne dit rien de ta valeur. Je te vois comme quelqu'un qui mérite le respect, et tu dois le croire aussi. » Ces mots, simples mais puissants, ont été comme une graine plantée au plus profond de moi. Pendant tant d'années, je m'étais convaincu que je devais endurer, me taire juste pour maintenir la paix. Mais David m'a montré une autre possibilité. Je pouvais refuser. Je pouvais choisir de ne pas être piétiné. Je pouvais construire une vie où personne n'aurait le droit d'éteindre ma lumière à nouveau. Cette nuit-là, allongé dans mon ancienne chambre, j'ai écouté le rire de Valérie monter d'en bas. Mais cette fois, au lieu de me sentir petite, j'ai commencé à imaginer un avenir différent. Un avenir où je ne resterai pas assise dans cette maison à attendre l'approbation de mes parents. Je suivrai mon propre chemin avec quelqu'un qui me voyait comme suffisante, comme David. Et cette pensée m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue. 5 années ensemble sont passées plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Nous avons obtenu nos diplômes, surmonté les hauts et les bas du début de l'âge adulte, et appris à écouter et à guérir les blessures que mon enfance avait laissées. Un après-midi de fin d'automne, alors que les feuilles dorées recouvraient le parc de Marseille, David s'est soudainement agenouillé à côté du banc en bois où nous nous asseyions toujours le samedi. Il a ouvert une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague scintillante mais pas ostentatoire. J'ai eu la gorge nouée alors qu'il parlait. « Amélie, je veux construire une vraie famille avec toi. Une famille où personne n'est laissé pour compte. Personne n'est rabaissé. » Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je hochais la tête, submergé de bonheur. Les préparatifs du mariage ont commencé peu de temps après. David et moi n'aimons pas l'extravagance, nous avons donc choisi une petite cérémonie au bord du lac Léman, où le vent transporte l'odeur salée de l'eau et où le coucher de soleil peint le lac en or. Nous voulions un service intime avec la famille proche, les amis chers et les personnes qui nous souhaitaient sincèrement du bonheur. Mais dès que j'ai commencé à rédiger la liste des invités, j'ai su que je devrais faire face à une tempête familière. Le nom de Valérie Dubois. J'y ai beaucoup réfléchi, mais chaque fois que j'imaginais Valérie souriant narquoisement, se moquant ou essayant de gâcher notre jour spécial, ma poitrine se serrait. Je ne voulais pas que le plus beau jour de ma vie soit assombri par les farces de longue date qui avaient hanté mon enfance. Finalement, j'ai pris une décision ferme. Je n'inviterai pas ma sœur. Quand je l'ai dit à mes parents, j'ai pensé qu'au moins ils écouteraient mes raisons. Ils ne l'ont pas fait. Au moment où j'ai parlé, ma mère a frappé la table de sa main. « Amélie, es-tu folle ? C'est la famille. Comment peux-tu exclure ta sœur d'un jour aussi important ? » La voix de mon père s'est durcie. « Si tu n'invites pas Valérie, alors nous ne viendrons pas non plus. La famille doit être complète. Personne ne doit être laissé pour compte. » Je suis restée là, tremblante, essayant d'expliquer. Pendant des années, elle m'a fait du mal. Je ne peux pas supporter l'idée qu'elle transforme le mariage en sa scène. Mais mes parents n'ont rien voulu entendre. À leurs yeux, j'étais celle qui causait la division, l'enfant égoïste qui osait s'opposer au mur d'injustice qu'ils avaient construit pendant 20 ans. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé sur mon lit, fixant le plafond, luttant avec un conflit intérieur féroce. D'un côté, il y avait mon propre bonheur. De l'autre, la famille de sang que j'avais tant essayé de préserver. Je me demandais s'ils m'aimaient vraiment, ne pouvaient-ils pas au moins respecter ma décision pour une fois dans ma vie ? J'ai pleuré en réalisant la réponse, jamais, et ils ne le feront jamais. Mon frère Michel a été le premier à apprendre ma décision. Quand je l'ai appelé, la voix tremblante, j'ai dit, « Penses-tu que maman et papa me renieront s'ils ne peuvent pas amener Valérie ?» Michel est resté silencieux quelques secondes, puis a répondu fermement, « Tu fais ce qu'il faut. Ne laisse personne gâcher ton grand jour. Je serai à tes côtés, que maman et papa viennent ou non. » Ces mots ont été comme un pilier me soutenant pour ne pas m'effondrer. Michel avait tout vu. Mes humiliations, mes larmes silencieuses. Maintenant, il choisissait de se tenir à mes côtés, et cela comptait plus que toute autre forme de reconnaissance. Dans les semaines qui ont suivi,
la tension familiale s'est intensifiée. Mes parents n'arrêtaient pas d'appeler, d'envoyer des textos, écrivant même de longs emails m'accusant de trahir mon propre sang. Chaque fois que le téléphone sonnait, ma poitrine se serrait. J'essayais de l'éviter, mais le sentiment de culpabilité me rongeait. Voyant à quel point j'étais épuisé, David m'a tenu la main et a dit « Tu n'as pas tort. Tu protèges juste ton bonheur. Une vraie famille ne te force pas à choisir entre elle et ta tranquillité d'esprit. » Je me suis appuyé contre son épaule, en silence, sachant que mon histoire était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre. Un chapitre où je devrais tracer la frontière finale. Ce conflit m'a montré une dure vérité. Même les liens du sang peuvent être plus toxiques que n'importe quoi d'autre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à croire que le vrai bonheur vient du choix de personnes qui en valent la peine, pas seulement de celles qui partagent votre ADN. Je savais que tôt ou tard, je devrais retourner dans cette vieille maison et affronter mes parents directement. Les appels constants, les messages incessants, le refrain sans fin de la famille, c'est tout m'épuisait. Alors, un samedi après-midi, j'ai conduit plus de 2 heures de Marseille à Lyon. Mon cœur était un enchevêtrement d'émotions. Avant d'entrer, j'ai pris une profonde inspiration, comme pour me préparer à une bataille. Ce dîner a commencé dans un silence glacial. Sur la table, il y avait du poulet rôti et de la purée de pommes de terre, les plats familiers de mon enfance, mais maintenant ils ne faisaient que me peser. Mon père était assis en bout de table, les yeux vifs et froids, tandis que ma mère soupirait de temps en temps comme si elle pouvait éclater en sanglots à tout moment. Et bien sûr, Valérie était là. Elle était assise confortablement, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres, clairement satisfaite qu'une fois de plus, tout tourne autour d'elle. Dès le début du repas, mon père m'a lancé les accusations directement. « Amélie, veux-tu vraiment détruire cette famille ? Un mariage est une réunion. Tu ne peux pas laisser Valérie de côté. La famille, c'est tout. » J'ai posé ma fourchette, levé la tête et croisé son regard. Ma voix tremblait légèrement, mais chaque mot était ferme. « Quelle famille, père ? Depuis 20 ans, tout dans cette maison tourne autour de Valérie. Si c'est votre définition de la famille, alors je n'en ai jamais fait partie. » L'air autour de la table s'est instantanément glacé. Ma mère s'est agrippée la poitrine, les yeux rouges et larmoyants, murmurant « Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi cruel ?» Le visage de mon père est devenu cramoisi alors qu'il aboyait « Assez. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre, toujours pointer du doigt les défauts des autres au lieu de te regarder toi-même. » Je me suis tourné vers Valérie et j'ai surpris son sourire triomphant. Ce sourire a ramené tous les souvenirs. Le seau d'eau froide versé le jour de mon anniversaire. Mon journal intime lu à voix haute devant mes amis. Les fois où je luttais pour me relever, seulement pour être entraîné vers le bas par une de ces blagues vicieuses. Valérie savait qu'elle avait gagné de nombreuses fois auparavant et maintenant elle était certaine de gagner à nouveau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé. Cette fois, ma voix ne tremblait plus. Vous l'avez protégée depuis que je suis petite. Peu importe ce qu'elle faisait, peu importe à quel point c'était destructeur, c'était toujours excusé comme juste une blague. Mais quand je réussissais, quand j'accomplissais quelque chose, c'était rejeté comme de la jalousie ou de l'égoïsme. Vous êtes-vous déjà demandé une seule fois ce que c'était pour moi de vivre dans cette maison ? J'ai regardé mes parents droit dans les yeux, et pour la première fois, je n'ai pas évité leur regard. Mon père a frappé du poing sur la table, le son faisant cliqueter la vaisselle. Tu parles avec une telle ingratitude. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous avons payé tes études. Et maintenant tu te tiens là à nous insulter. J'ai laissé échapper un rire, mais c'était un rire amer. Nourrir un corps, ce n'est pas la même chose que de nourrir une âme. Pendant des années, j'ai vécu ici comme une ombre, moqué par ma sœur alors que personne n'est jamais intervenu pour me défendre. Si c'est ce que vous appelez une famille, alors c'est une famille avec une seule étoile et tout le monde forcé de n'être que le décor. Ma mère a éclaté en sanglots, pleurant de façon incontrôlable, mais pas par compréhension pour moi, seulement parce qu'elle se sentait insultée. Elle s'est couvert le visage et a sangloté. Amélie, comment peux-tu être si cruelle envers ta sœur ? Elle a ses propres difficultés. Tu devrais être plus compréhensive. Valérie a penché la tête, me regardant comme si elle appréciait une pièce de théâtre. À ce moment-là, j'ai su que je devais me lever. J'ai posé ma serviette sur la table, repoussé ma chaise et déclaré fermement, si elle est tout pour vous, alors restez avec elle.
Je n'ai pas besoin d'un autre round de ça. C'est ma vie, et je ne la laisserai plus détruire. Ma voix a retenti, forte, faisant taire toute la pièce. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la table. Derrière moi, le cri de colère de mon père, les sanglots de ma mère et le rire moqueur de Valérie. Mais étrangement, je ne me sentais plus accablé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si je venais de déposer un fardeau que j'avais porté pendant 20 ans. En fermant la porte derrière moi, j'ai su avec certitude qu'une nouvelle ère avait commencé, une ère où je ne resterais plus silencieuse juste pour mettre les autres à l'aise. Mon mariage a eu lieu un matin d'été frais, avec une douce brise venant du lac Léman à travers des rangées de chaises blanches soigneusement disposées en 2 lignes. Sur l'allée herbeuse, des grappes d'hortensia bleu pâle et de roses blanches formaient une arche devant l'autel. En entrant dans la tente nuptiale, j'ai ressenti une pointe de vide. Les sièges où mes parents auraient dû être restés vacants. Mais juste à côté de moi, mon grand-père a posé sa main tremblante mais ferme sur la mienne et a murmuré « Tu ne marches pas seule, Amélie. Je prendrai la place de ton père et je te conduirai à l'hôtel. » Mes yeux se sont remplis de larmes, car c'était la première fois que je me sentais vraiment comme une fille digne d'honneur. La musique s'est élevée et les invités se sont levés, se tournant tous vers le bout de l'allée. J'ai pris le bras de mon grand-père et j'ai avancé lentement. La lumière du soleil scintillait sur le lac, faisant onduler ma robe blanche comme des nuages. Michel se tenait devant dans un costume impeccable, les épaules droites, un sourire fier sur le visage. Il a fait un petit signe de la main, ses yeux disant « Tu as fait le bon choix ». Et au bout de l'allée se tenait David, attendant, son visage rayonnant plus que je ne l'avais jamais vu. La façon dont il me regardait apaisait chaque vieille blessure dans mon cœur. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère simple mais pleine de joie. Nos amis et notre famille les plus proches se sont réunis, riant et partageant de chaleureuses félicitations. J'entendais les vagues clapoter sur le rivage, mêlées aux rires enjoués des enfants courant sur l'herbe. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être entré dans un monde entièrement différent, un monde sans comparaison, sans ombre de favoritisme. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Juste au moment où le célébrant commençait à parler, se préparant à passer à l'échange des alliances, le bruit d'un moteur de voiture a grondé au loin. Une berline rouge s'est garée à l'entrée et en est sortie Valérie, des lunettes de soleil couvrant son visage, les lèvres peintes d'un rouge vif, suivies de 2 amis habillés de manière provocante, se souriant narquoisement. Mon cœur s'est serré, la piqûre familière de la peur revenant en force. Je pouvais voir l'intention dans ses yeux. C'était sa chance de transformer mon jour le plus important en scène pour l'une de ses blagues cruelles. Valérie s'est avancée, ses talons frappant durement le sol alors qu'elle se dirigeait pour franchir la barrière où les invités étaient assis. Mais Michel était là le premier, s'interposant pour lui bloquer le chemin. Derrière lui, 2 des amis les plus proches de David se sont joints à lui. L'un d'eux, un policier en civil, habillé en costume mais se tenant avec autorité, son regard vif et inflexible. Michel a parlé fermement. « Tu n'es pas autorisé à entrer. Ce n'est pas l'endroit pour que tu causes des problèmes. » Valérie a éclaté de rire, sa voix aiguë de dédain. « C'est ridicule. Je suis la sœur de la mariée et vous osez m'arrêter ?» L'expression du policier n'a pas changé alors qu'il répondait « Toute personne ne figurant pas sur la liste des invités ne sera pas admise. Vous pouvez retourner à votre voiture de votre plein gré, ou nous serons forcés d'intervenir. » La tension s'est rapidement propagée. Certains invités ont commencé à chuchoter. Quelques-uns m'ont jeté des regards inquiets. J'ai serré la main de David, ma respiration saccadée, mais il a calmement posé sa main sur mon épaule et a murmuré « Ne t'inquiète pas, personne ne va gâcher notre journée. » Valérie a regardé autour d'elle, espérant trouver du soutien. Mais au lieu des hochements de tête habituels de nos parents, cette fois personne n'était avec elle. Ma mère et mon père avaient choisi de rester à la maison pour protester contre moi, et maintenant Valérie était complètement seule. Son visage est passé de l'arrogance à la colère, et finalement elle a laissé échapper un rire amer. « Très bien, voyons combien de temps votre bonheur durera. » Sur ce, elle a tourné brusquement, ses talons frappant le sol en claquements froids et durs alors qu'elle remontait dans sa voiture et partait en trombe dans un nuage de poussière. Ses 2 amis se sont précipités derrière elle. À ce moment-là, j'ai expiré de soulagement. Michel s'est retourné, a pris ma main, et ses yeux brillaient de fierté. « J'ai promis que je serais à tes côtés, et aujourd'hui je l'ai fait. » Les larmes me sont montées aux yeux alors que je souriais, le remerciant d'avoir toujours été mon ancre quand le reste du monde se détournait. La cérémonie a continué,
cette fois sans une seule interruption. Le célébrant a lu les vœux. David a glissé l'alliance à mon doigt, ses mains tremblant légèrement, mais ses yeux fermes. Les applaudissements ont éclaté alors que nous partagions notre premier baiser en tant que mari et femme. Mon grand-père a essuyé ses larmes. Michel a applaudi de toutes ses forces et nos amis ont acclamé si fort que le bord du lac semblait briller de la musique du bonheur. Quand la réception a commencé, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des sourires sincères, sans faux semblants, sans ombre projetée par qui que ce soit d'autre. J'ai vu Michel rire avec des amis, mon grand-père être doucement conduit sur la piste de danse par de jeunes parents, et David ne jamais lâcher ma main comme s'il avait peur de me perdre. Et j'ai alors réalisé que j'avais eu raison de choisir soigneusement qui se tiendrait à nos côtés ce jour-là. Alors que la nuit tombait et que les lumières dorées scintillaient à la surface du lac, je me tenais avec David, regardant au loin. Il a murmuré, « Tu vois, Amélie, voilà à quoi ressemble une vraie famille. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui choisissent de t'aimer et de te respecter. » J'ai posé ma tête sur son épaule, laissant couler des larmes. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Ce jour-là, mes parents n'étaient pas là. Mais je ne me sentais plus vide parce que j'avais enfin surmonté mes peurs les plus profondes. La peur d'être ignoré, éclipsé, non reconnu. Et quand j'ai dit oui, au bord du lac balayé par le vent, j'ai su que j'avais officiellement laissé le passé derrière moi et commencé un nouveau voyage rempli de lumière. Après le mariage, je pensais que tout allait enfin se calmer. Mais ce ne fut pas le cas. À peine 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé encore et encore avec de longs messages de ma mère. La toute première ligne m'a laissé glacé. « Tu as fait honte à cette famille. Tu nous dois des excuses. » Non pas un, mais des dizaines de messages ont suivi, tous répétant les mêmes accusations. Que j'étais ingrate, que j'avais fait de mes parents le sujet des commérages du quartier. Que je les avais humiliés en osant exclure Valérie. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie peut-être, j'ai choisi le silence comme moyen de me protéger. Michel a également reçu sa part de blâme. Il me l'a dit lors d'un bref appel, « Maman m'a traité de traître pour m'être rangé de ton côté. Papa a dit que je n'étais plus son fils. » Sa voix était lourde, mais pas tremblante. J'y suis habitué maintenant. Au moins, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Après cet appel, Michel a bloqué leur numéro et a coupé tout contact. Je savais que cette décision n'avait pas dû être facile, mais pour nous deux, c'était le seul moyen de préserver le peu de paix que nous avions. Pendant ce temps, alors que mon frère et moi construisions un nouveau cercle de sécurité, la vie de Valérie continuait de sombrer. Elle a quitté un emploi après l'autre, caissière dans un supermarché pendant moins d'1 mois, employée dans un spa jusqu'à ce qu'elle se plaigne d'épuisement, un passage dans une vente pyramidale de cosmétiques qui l'a laissée endettée auprès de ses amis. Chaque fois qu'elle échouait, elle pleurait et blâmait une société injuste, des collègues jaloux ou des patrons durs. Et mes parents, comme toujours, se sont précipités pour la protéger. Elle a juste besoin de plus de temps. Elle a juste besoin de plus de soutien. C'était le mantra qu'il répétait pour tout justifier. J'ai appris ces nouvelles par des parents, mais je ne ressentais plus rien. Seulement une reconnaissance lasse que le cycle n'avait jamais changé et ne changerait probablement jamais. Pendant ce temps, David et moi commencions un nouveau chapitre. Nous avons acheté une petite maison dans la banlieue de Marseille avec un jardin juste assez grand pour quelques parterres de fleurs et une table en bois. Le matin, David préparait généralement le café pendant que je m'asseyais près de la fenêtre pour écrire ou lire. Ces choses simples étaient ce que je n'avais jamais connu dans la maison de mon enfance. La paix sans condition. Où personne n'avait à rivaliser. Où personne n'avait à se sacrifier pour qu'un autre soit chéri. Je me souviens de la première fois que Michel est venu nous rendre visite. Il a regardé ma petite cuisine et a ri. Il y a seulement quelque chose ici, mais c'est plus chaleureux que toute la grande maison de Lyon. Nous avons partagé le dîner, parlé du travail, et pour la première fois, j'ai vu le sourire de mon frère libre de toute tristesse. Peut-être que nous apprenions tous les deux à redéfinir la famille. Puis un jour, le téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai hésité quelques secondes avant de décrocher. Sa voix était rauque et lasse. « Amélie, notre famille a des problèmes. J'ai dû prendre quelques mois de congé pour ma santé. Les factures s'accumulent. Valérie n'est toujours pas stable. Peux-tu nous aider ?» Je suis restée silencieuse. Dans mon esprit ont défilé 1000 souvenirs. Les fois où il m'a dit « Ne sois pas jalouse de ta sœur.
Les fois où il m'a traité d'égoïste juste pour avoir voulu les quitter. Les fois où il a frappé la table et m'a traité d'ingrate. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement, je ne porterai plus ce fardeau. J'espère que vous vous rétablirez bientôt, mais je ne continuerai pas à encourager ces mauvais choix. À l'autre bout du fil, le silence s'est étiré pendant un long moment. Finalement, j'ai entendu la voix lourde de mon père. Tu as changé. J'ai laissé échapper un petit rire, pas un rire moqueur, mais un rire né de la prise de conscience que j'étais vraiment sorti du vieux cycle. Oui, j'ai changé, et je devais le faire. J'ai raccroché, mes mains ne tremblant plus comme avant, seulement un soulagement comme quelqu'un qui a déposé un fardeau longtemps porté. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu quelques messages de plus de ma mère. Toujours les mêmes reproches familiers, que j'avais abandonné la famille, que j'étais la raison de leur effondrement. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone est devenu plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été, et j'ai reconnu ce silence comme une forme de paix. Mes parents avaient toujours Valérie pour s'occuper, pour espérer, pour se leurrer. Quant à moi, j'avais finalement choisi un chemin différent. La vie avec David s'est installée dans un rythme régulier. J'ai continué à écrire, j'ai participé à quelques petits concours et j'ai gagné quelques prix. Il a progressé dans sa carrière. Nous avons voyagé, construit des rituels simples ensemble. Des promenades en soirée, la cuisine le week-end, inviter des amis pour des barbecues. Ces joies, mes parents ne les connaîtraient jamais car ils ont choisi de me voir à travers le prisme de l'enfant traîtresse. Mais ce qui m'a le plus réjoui, c'est de voir Michel trouver sa propre voie. Il a obtenu une bourse pour une université dans une autre région. Et le tout premier jour de ses cours, il m'a appelé, sa voix débordant de confiance. Grande sœur, je suis enfin sorti. J'ai souri à travers mes larmes, sachant que même si aux yeux de nos parents, ils avaient perdu 2 enfants, la vérité était que nous nous étions enfin trouvés. Et dans les moments calmes, assise dans notre petite maison à Marseille, je pensais souvent au vieil adage de mon père, la famille, c'est tout. Peut-être qu'il avait raison. Seulement, il n'a jamais compris ce que signifiait vraiment la famille. La famille n'est pas l'endroit où je dois me sacrifier pour nourrir une étoile fabriquée. La famille est l'endroit où je suis aimé, respecté et autorisé à être moi-même. Ma vie maintenant n'est pas parfaite, mais elle est réelle. J'ai David, l'homme qui me tient toujours la main quand les tempêtes arrivent. J'ai Michel, mon frère, qui ne m'a jamais abandonné, même s'il a aussi été blessé. J'ai une petite maison avec une roseraie, le rire des amis au barbecue du week-end, des matins tranquilles à faire du café et des soirées à lire près de la fenêtre. C'est la famille que j'ai choisie, une famille bâtie sur l'amour, le respect et la paix. Et je sais que le long voyage rempli de larmes m'a finalement mené ici, à un endroit sans les ombres de la comparaison, sans le rire moqueur de ma sœur, sans les regards réprobateurs de mes parents. Ce qui reste, c'est moi, aux côtés des gens qui m'aiment vraiment, et un avenir grand ouvert devant moi. J'ai choisi ma nouvelle famille, une famille d'amour, de respect et de paix. Et pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. Si vous regardez cette histoire et que vous ressentez une douleur familière dans votre poitrine à cause de vieux souvenirs, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous sont nés dans des familles loin d'être complètes, des endroits qui auraient dû être remplis d'amour, mais qui étaient au contraire pleins de favoritisme, de comparaison ou même de négligence. Ces blessures peuvent vous faire douter de votre propre valeur. Mais croyez-moi, vous n'avez besoin de personne pour définir qui vous êtes. Ce qui compte, ce n'est pas de les forcer à changer, mais d'oser changer la façon dont vous vous voyez. Vous avez le droit de choisir qui reste dans votre vie et vous avez le droit de laisser partir ceux qui ne vous apportent que de la douleur. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. La vraie famille est là où vous êtes respecté, aimé et libre d'être vous-même. Alors si aujourd'hui vous portez une douleur infligée par les personnes les plus proches de vous, souvenez-vous que vous pouvez toujours réécrire votre histoire. Et parfois, la plus grande victoire est le moment silencieux où vous dites « Je mérite la paix ».